Bonjour les amis, je vous fais une nouvelle vidéo avec un sujet particulier qui n'est pas évident mais qui me tient à cœur. Et cette vidéo, ça fait à peu près 6 à 9 mois que j'y pense. Et aujourd'hui j'ai envie de la faire parce que je viens de finir la lecture d'un livre dont je vous parlerai dans la vidéo, qui est le livre du docteur Deepak Chopra et qui s'appelle La vie après la mort. Et je pense que pour moi, c'est un livre qui arrivait dans ma vie juste au bon moment. Et ça correspond à la thématique qui m'intéresse depuis 9 mois, qui est la mort tout simplement, et notre rapport à la mort. Et donc en fait, ce qui me frappait, ce qui me frappe depuis 2020, c'est que ce sujet philosophique n'est pas abordé de façon frontale et modestement j'ai envie d'apporter ma contribution et de partager mes réflexions sur ce sujet qui concerne tout le monde. Alors on va faire un petit retour en 2020, en février 2020. Et à l'époque, j'étais en vacances en Italie et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à nous parler de cette crise du coronavirus. Et l'ironie, c'est que j'étais dans la région de Florence et que j'ai pu partir juste avant que ce soit la panique et qu'on commence à avoir des contrôles partout. Et ce qui fait que j'ai vécu un séjour en Italie qui était assez particulier. C'est-à-dire que en apparence, tout était normal, c'est-à-dire qu'il y avait les touristes, tout le monde vivait sa meilleure vie, entre guillemets. Il y avait d'ailleurs énormément de gens, beaucoup trop pour moi, c'est-à-dire que j'espérais qu'il y ait moins de touristes à cette époque-là de l'année, mais bref. Et en même temps, on commençait à entendre aux informations que le fameux coronavirus était arrivé en Europe et qu'il fallait tout fermer et donc ça commence à prendre de l'ampleur en Italie et j'ai vite eu l'intuition que ça allait être très problématique et d'ailleurs moi j'ai fait dès le deuxième ou le troisième jour une crise de panique quand j'étais en Italie et sur le coup je me la suis expliqué parce que je pensais que j'avais du mal à supporter la foule de touristes qui était partout dans les rues. Mais en fait, des mois après, je me suis dit que c'était aussi parce que je sentais l'oppression de ce qui allait arriver. Mais bon, ça c'est seulement mon interprétation a posteriori. Euh, je sais que je fais partie de ces gens qui ont eu tout de suite l'intuition qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. Et mon premier réflexe, en fait, quand j'ai vu que tout allait être bloqué en Italie et en Europe, ça a été de m'intéresser à la mortalité au sens propre du terme, quoi, les infos qu'on pouvait trouver sur ça, et me demander si c'était juste de commencer à paralyser tout un pays, donc l'Italie, pour un nouveau virus en fait. Et comme tout le monde sentait déjà que ça allait arriver dans tous les pays, donc en France aussi, j'ai fait mes recherches sur la France et je vais vous livrer, j'ai pris des petites notes, les infos que j'ai trouvées. Donc donc ça évolue évidemment chaque année, hein. Mais on a 612 000 décès par an en France, donc c'est les derniers chiffres de 2019. Donc ça m'a intéressé ce chiffre-là parce que c'est toujours à remettre en proportion avec les autres chiffres qu'on nous balance dans les médias en fait. C'est un chiffre qui vaut pas grand chose si on ne compare pas avec d'autres proportions. Donc pour moi le plus important c'est la population française, donc qui est de 67 millions d'habitants. Des fois on entend 66 millions, des fois 68 millions. Je pense que c'est lié au fait que est-ce qu'on inclut les dom-tom ou pas dedans. Mais bon, vous voyez donc déjà que la mortalité en France est de moins d'1 million de personnes par an par rapport à 67 millions d'habitants. Et puis il y a aussi la natalité qui m'a intéressé. Et puis il y a 753 000 bébés qui naissent par an en France, donc en 2019. Donc, sachant que ça varie, hein, mais en gros, en France, on fait partie de ces pays où on a une natalité un peu plus forte que la mortalité. Mais si c'est le cas contraire dans d'autres pays, ça veut pas dire, ça veut juste dire qu'il y a une population qui fait moins d'enfants et nous en France c'est le contraire.
Mais ces informations-là, elles sont importantes à prendre en compte. Et une fois moi j'ai fait hyper attention en fait à pas m'attacher à tous les pourcentages qu'ils donnent après, parce qu'ils donnent toujours des pourcentages à droite à gauche. En fait, ça pour moi c'est plein de trucs qui nous embrouillent le cerveau, parce que ce qui compte c'est vraiment les faits, quoi, combien de personnes, quoi, voilà. Et pas les fameux. Là aujourd'hui on nous parle de cas, mais ça veut rien dire les cas, quoi. C'est pas. Si on parle de mortalité, si les gens ont peur de la mort, ben, qu'on parle vraiment de vrais chiffres de mortalité. Parce qu'autrement, si c'est pour dire oui les pourcentages augmentent ou baissent, je vois pas l'intérêt. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert aussi sur les causes de la mortalité et qui m'a fait réfléchir sur la société dans laquelle on vit et les paradigmes qu'on accepte aussi. Donc les causes de la mortalité, je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur internet. Là pour l'instant c'est des infos que j'ai trouvées sur Wikipédia, hein. Voilà, c'est ce que j'avais fait en Italie en fait. Donc les causes de mortalité en France, ça dépend d'un pays à l'autre, c'est en 1 le cancer, en 2 les maladies cardiovasculaires, ça me pose un peu problème, en 3 les drogues légales et illégales, c'est amusant aussi que les deux soient mélangés, en 5 l'obésité, bon il y a plein d'autres causes de maladies, hein. Et en 11 je note les maladies infectieuses, donc ce qui nous concerne actuellement. Et ensuite on a aussi les suicides, les accidents de la route. Et j'en profite pour vous dire que quand j'ai regardé les chiffres à l'international, j'étais très choqué de voir qu'il y avait encore énormément de femmes qui mouraient en accouchant. Naïvement, je pensais que c'était quelque chose qui avait pas disparu, mais enfin qui était moins fréquent. Et une chose que j'ai notée, c'est que ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de notion de mort naturelle en fait. C'est-à-dire que personne ne peut mourir en France, dans le monde j'imagine, en ayant sur son certificat de décès mort naturelle. La notion a été éliminée en fait. Ça me pose problème, je vais en venir réfléchir après, parce que mort naturelle, ça serait dans maladie cardiovasculaire finalement. Parce que a priori, on meurt d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt le cerveau et le cœur ne fonctionnent plus en fait. Et encore, on peut relativiser ça par rapport aux expériences de mort imminente qu'on appelle EMI. Mais bon, au final, si on ne revient pas d'une EMI, effectivement, on est mort, quoi. Donc ça, je trouve ça assez grave en fait, de vivre dans une société où on ne considère pas la mort comme quelque chose de naturel. Et donc, ça veut dire que toute mort doit être absolument évitée, et que c'est un échec de la science si quelqu'un meurt en fait. Ce qui est assez incroyable quand même, parce que ce que j'ai noté en gros sur ma fiche, c'est tout le monde meurt en fait, on le sait tous, même un enfant de 7 ans il a compris ça. Donc je crois qu'on ne peut pas vivre sur cette planète sans avoir compris ça. Mais a priori, on vit dans une société tellement aberrante que les gens ont oublié en fait. On oubliait qu'on était là de passage comme les arbres, les animaux, et on oubliait le sens que ça donnait à notre vie en fait. Donc c'est pour ça que ces chiffres ils sont intéressants à comprendre, mais ils sont aussi intéressants à critiquer. Moi vraiment je trouve qu'il faudrait remettre à l'honneur l'idée que à un moment donné c'est normal de mourir. On sait qu'actuellement la moyenne d'âge, je crois, des personnes qui sont touchées par la maladie c'est de 84 ans, en sachant qu'en France l'espérance de vie elle est de 82 ans, hommes et femmes confondus. Donc ça donne à réfléchir, ça veut dire que les gens qui meurent du coronavirus, ils meurent, c'est des gens qui ont déjà dépassé de 2 ans l'espérance de vie habituelle. Alors sauf peut-être pour des personnes qui ont déjà des multiples pathologies et qui sont plus jeunes. Mais je veux dire que le fait que tout le monde va mourir un jour, ça me fait halluciner en fait que les gens soient aussi peu
philosophes sur le sens de la vie et soient là tous en terreur, en panique, parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur que leurs proches meurent, mais en fait ça va arriver quoi qu'il arrive, quoi. C'est, il n'y a pas de, enfin, vous pouvez affronter votre peur directement et oui, ça va arriver, c'est le sens même de la vie. Euh, et la seule personne que j'ai entendue dans les médias qui osait dire ça, c'est André Comte-Sponville, donc une personne qui a gardé un petit peu de bon sens. Bon, évidemment, les médias sont corrompus, donc de toute manière, c'est sûr qu'ils vont pas faire la promotion des philosophes, mais c'est vraiment, je pense, une réflexion qu'on peut se faire soi-même, en fait, qu'on peut se faire au niveau de, je sais pas, écrire un carnet, un journal de bord, euh, noter ses propres réflexions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment est-ce que j'imagine ma mort aussi, on peut se poser cette question-là. Mais en tout cas, il ne faut pas attendre des médias et des médecins et du gouvernement de répondre à cette question pour nous. C'est vraiment une question personnelle et ça participe du fait que je remets encore plus en cause la science que je ne le faisais auparavant, parce que je me dis, soi-disant la grande victoire de nos civilisations modernes, c'est de s'être débarrassé des religions, et avec tous les problèmes que comportent les religions, malgré tout, elles abordent frontalement la question de la mort, c'est-à-dire que qu'on soit bouddhiste, catholique, musulman, juif, tout ce que vous voulez, normalement, on est quand même invité à réfléchir à cette question-là. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue philosophique. Et bien sûr, la philosophie en elle-même invite à réfléchir à ça depuis Platon. Mais, et d'ailleurs, on peut très bien être athée et réfléchir, comme André Comte-Sponville, il est athée, ça n'empêche pas de réfléchir à la question de la mort. Donc, mais moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai le flash de réaliser, de me dire, ok, ça veut dire que 90% des gens là autour de moi dans la rue, vous faites sûrement pas partie de ces gens-là si vous regardez ma vidéo, mais ils sont vraiment terrifiés par la mort au point que c'est comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils réalisaient qu'ils allaient mourir, quoi. Au point qu'ils pensent vraiment qu'en portant un masque, ils vont sauver leur grand-mère. Enfin, je sais pas. Moi, j'essaye de travailler sur moi pour pas avoir trop de colère en ce moment, mais c'est difficile parce que je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà, c'est la science qui nous a amené à réfléchir comme ça, et on est vraiment prisonnier des systèmes de la science qui tentent à penser que en fait c'est mieux d'être un robot transgénique qu'un humain, en fait. Qui tente à penser par l'eugénisme que le but ce serait de vraiment de vivre jusqu'à 200 ans, par exemple. Moi, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 200 ans. Et je vous ai amené justement pour vous montrer le DVD de un de mes films, si c'est mon film préféré, La mort vous va si bien, qui est un film que j'ai découvert quand j'avais 12 ans et qui parle de la mort. C'est écrit ici. Et merci à ce film parce que ça m'a permis très jeune de réfléchir à ces notions-là alors c'est une comédie, moi je l'aime parce qu'il me fait rire ce film, en fait. Mais c'est sous couvert d'humour, c'est le réalisateur qui a fait Retour vers le futur, d'ailleurs. Mais sous couvert d'humour, ça permet de réfléchir à est-ce que c'est une bonne idée de vouloir être immortel sur Terre? C'est vraiment ce qui arrive à Goldie Hawn et Meryl Streep dans le film. Et Bruce Willis est un personnage en rédemption, entre guillemets, dans le film. Et en fait, ça permet de voir l'absurdité de ça, en fait. C'est-à-dire que si on reste vivant pendant 200, 300 ans, on est un zombie, quoi, en fait. Donc moi, je pense que ou peut-être parce que je m'intéressais déjà à ces questions-là, ce film, il m'a toujours parlé. Et comme des fois il vaut mieux en rire qu'en pleurer, je trouve que ce film c'est une bonne occasion de rire du sujet de la mort plutôt que d'en pleurer, en fait.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, aussi le rapport globalement à la peur qui est vraiment un sujet qui est, je pense que 2020, l'année de la peur, quoi. C'est l'année de la mort et de la peur, quoi. Il faut aborder ces sujets de façon frontale. Donc, oui, je vais regarder un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à la peur, en fait, c'est ça, c'est la mort à travers la peur de la mort. Et après, c'est relié à toutes les autres peurs. Et j'ai vu une vidéo qui circulait où quelqu'un disait, de toute manière, quand on a peur, c'est toujours qu'on a peur de la mort, en fait. Donc je trouve que c'est assez juste. Et en même temps, moi, de mon parcours personnel, là, je suis en train de me rendre compte que oui, c'est vrai, mais pas complètement. C'est-à-dire que moi, de mon parcours personnel, j'ai l'impression d'être un peu immunisé contre la peur de la mort, parce que j'ai commencé à réfléchir à ça dès l'enfance. Et en même temps, j'ai toujours d'autres peurs, mais qui sont en train de disparaître. Par exemple, par rapport au fait qu'aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, je suis en toute illégalité parce que je porte pas de masque. Ça me fait relativiser la peur de l'autorité parce que je me rends compte que il faut que je sois un peu poussé en fait pour plus avoir peur des autorités, pour vivre ma souveraineté en fait. Et ça me rappelle des réflexions que j'avais avec un ami il y a quelques années, où lui il était très anti-société, très désobéissant. Moi ça me faisait très bizarre, je comprenais pas l'intérêt de ce positionnement-là. Et aujourd'hui je relativise complètement ça en fait. Je me dis, ouais, juste chacun fait comme il l'entend quoi en fait. Il n'y a pas à juger si c'est bon ou si c'est mauvais, ou voilà, chacun fait son expérience. Mais j'ai compris que c'était peut-être une façon de s'affranchir de la peur, en fait. Je peux envisager peut-être que les gens qui font des sports extrêmes, c'est aussi une façon de s'émanciper de la peur. C'est leur exercice pour, et donc peut-être pour s'affranchir de la peur de la mort, au final. Parce que c'est toujours ça. Donc moi, c'est clair que je vais pas faire des sports extrêmes, c'est pas mon kiff. Mais il y a plein de chemins, il y a plein de chemins vers ça. Et c'est marrant parce que moi j'aime bien me tirer les cartes. Et je vais vous montrer, j'utilise cet oracle là. Et, et la dernière carte que j'ai tirée, c'était celle-là. Et c'est connaissez vos peurs en fait. Donc quand j'ai eu cette carte là, je me suis dit ok, j'ai pas fini le boulot. Et en fait, oui, j'ai malgré le fait d'avoir réfléchi à certains sujets, j'ai encore des peurs en moi qui sont la peur du jugement des autres en fait. Donc, donc voilà, on a tous un chemin à faire sur ça. Il y a des gens qui conseillent de lister toutes nos peurs et de voir comment on avance sur ces sujets-là. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, ça me fait réfléchir, moi j'ai fait beaucoup de psychothérapie, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait jamais parlé de ça, hein, alors que ce serait vraiment plus utile, quoi. Je vous invite d'ailleurs à participer à la vidéo en me disant dans les commentaires si vous avez le sentiment d'avancer sur votre chemin en vous débarrassant de certaines peurs. Parce que c'est clair que pour moi, là, en 2020, mon grand but, c'est de me débarrasser de toutes les peurs, quoi. C'est le côté positif de tout ce scandale qu'on vit en direct. Donc je parlerai du livre du Dr Chopra après, hein. Mais avant de vous, parce que c'est un livre qui parle de la science et de la spiritualité, en gros. Juste pour faire un petit point, pour être un peu plus précis sur ça, je bois un peu d'eau, assorti à mon chapeau. Moi, c'est important parce que je ne sais pas si c'est si commun que ça, de vous expliquer que dans ma vie, j'ai été croyant au départ quand j'étais enfant-adolescent. Ensuite, j'ai été athée et agnostique quand j'avais une vingtaine d'années. Et dans la trentaine, je suis rentré dans la spiritualité en fait. Donc ça m'a permis d'avoir plein d'idées différentes sur la vie et la mort en fait. Bizarrement, j'ai l'impression que j'ai toujours trouvé des solutions dans ces trois voies-là, en fait, pour
pour malgré tout donner un minimum de sens à la vie et la mort, en fait. Donc je pense que c'est pas du tout impossible. Après, c'est vrai que je vais pas vous mentir que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même depuis 8 ans à peu près que je suis dans la spiritualité, que à l'époque où j'étais passé d'agnostique à athée, et c'est vrai que c'était pas hyper agréable, mais l'idée du néant m'était pas fondamentalement désagréable. Et d'ailleurs, c'est abordé dans ce livre-là. Et pour vraiment résumer, ce qui m'avait éloigné du catholicisme, c'était l'idée du paradis, justement, en fait. C'est-à-dire que quand je me souviens qu'une fois en catéchisme, j'avais demandé à un frère ou un père ou je sais pas, un mec qui faisait le catéchisme, qu'est-ce qui se passait après la mort, c'était quoi cette idée de paradis et tout. Et il m'avait récité par cœur ce qu'il savait, qui était en gros, on vit la même vie que sur Terre, mais en mieux, quoi. Et moi je m'étais dit, mais c'était pas... Enfin, ça n'a pas de sens de revivre la même vie en doublon, moi ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de refaire du catéchisme là-haut, quoi. Et, j'avais perçu qu'en fait il y avait beaucoup de gens dans la religion qui avaient juste appris des trucs par cœur et que eux-mêmes ils s'étaient pas du tout posé la question, quoi. Donc c'est ça qui a fait que je me suis éloigné de la religion, sans compter tout ce qu'on sait sur les guerres de religion, sur le manque de tolérance dans les religions. Et donc ça a mis quand même, si je prends ça en compte, j'ai mis presque 15 ans quand même avant de me réconcilier un peu avec la spiritualité. Je vais en arriver à ce livre-là qu'on m'a offert. Donc, qui est un livre qui a été écrit il y a une dizaine d'années, je crois. C'est un auteur qui a publié beaucoup de livres. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le thème de la mort est abordé de façon frontale. Et lui, c'est ce docteur Deepak Chopra, c'est un médecin endocrinologue américain, mais d'origine indienne, et qui fait la comparaison entre l'approche occidentale de la mort qu'il a découvert aux États-Unis et son passé en Inde, baigné dans les croyances de l'hindouisme et dans une philosophie qui est très très différente de la nôtre, en fait. En gros, le livre il se divise à peu près en deux parties, deux grosses parties, c'est-à-dire qu'on a toute une première partie du chapitre 1 au chapitre 12, qui est un peu une explication des principes de l'hindouisme, des légendes, où il explique qu'en Inde, le fait de vivre plusieurs vies, c'est quelque chose de très banal, en fait. Tout le monde y croit, et même si il y a l'influence de la modernité qui fait qu'on n'est pas censé y croire, en fait, les gens y croient vraiment. C'est très très inclus dans les mœurs, en fait. En parallèle de ça, il fait le parallèle avec une légende indienne sur la mort, sur une jeune femme qui veut pas perdre son fiancé parce qu'elle sait qu'il va mourir. Donc ça c'est assez sympa comment cette légende-là, elle est poursuivie dans tout le livre, en fait. C'est à la toute fin du livre qu'on a la réponse sur ça, enfin qu'on a la fin de la légende. Par contre, moi au début j'avais pas compris, je me disais mais pourquoi il nous a raconté qu'une histoire à moitié, en fait. Après, de chapitre en chapitre, il y revient de temps en temps. Et juste pour finir sur la structure, après la deuxième partie c'est le point de vue de la science, en fait, et à la fin on a l'épilogue. Voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, et à savoir que dans les 12 premiers chapitres, il fait des révélations sur notamment les EMI, les expériences de mort imminente, qui viennent conforter, qui viennent s'accorder avec les croyances de l'hindouisme. Donc le livre n'est pas pro-hindouisme, mais lui, on voit que ça l'aide, en fait, de se rattacher à ces conceptions-là. Et le livre essaye toujours de faire un pendant entre la science et l'hindouisme, ce qui est, je trouve, pas très probant au final, mais il a le mérite d'essayer de faire cet exercice-là, parce qu'il y a une dissonance tellement énorme entre la science d'aujourd'hui eugéniste et la sagesse hindouiste, que
c'est vraiment compliqué. Mais peut-être qu'il manque un pont entre les deux de gens qui sont dans l'incertitude. Mais bon, en fait, au final, si vous êtes dans l'incertitude, ce livre-là, il va vous apporter pas mal de choses. D'ailleurs, il s'appelle, enfin, c'est sous-titré Le livre des réponses, je vois. Euh, donc, euh, donc voilà, moi en plus, ce qui est marrant, c'est que quand j'avais 12-13 ans, je m'intéressais beaucoup à l'hindouisme. Donc ça m'a permis de me replonger dans ces questions-là. Euh, j'ai pas été fondamentalement convaincu par l'idée que des vies qui s'enchaînent comme ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il apporte l'idée qu'en fait on peut vivre. Il y a plein de possibilités de vie après la mort, dans le sens où les IMI, les témoignages d'IMI le prouvent, dans le sens où il y a des gens qui disent qu'ils ont vu leurs proches, il y a des gens qui disent qu'ils sont arrivés dans un jardin, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu Bouddha, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu Jésus. Bon, bref, les témoignages sont tellement variés qu'en fait, la logique de tout ça qu'il essaie d'expliquer, c'est que en fait, tout est possible parce que on est dans l'explosion des frontières et que vu qu'on n'a plus les frontières et les contraintes terrestres, ben en fait, il y a mille possibilités qui sont ouvertes, dont la possibilité d'une sorte de dissolution qui, a priori, devrait plutôt plaire aux personnes qui sont athées, en fait. C'est-à-dire que je pense que les personnes athées croient plutôt qu'après la mort, on est dans la dissolution, mais ce qu'il explique, c'est que c'est une dissolution heureuse, en fait. Euh, et un truc qui est assez sympa, même s'il explique que c'est pas généralisable absolument, mais que il y a la majorité des gens qui reviennent, qui réintègrent leur corps, en fait, ils disent que c'est tellement génial là-haut que ça leur faisait de la peine de revenir sur Terre. Bon, ils sont revenus sur Terre parce que voilà. Mais voilà. Et il y a un petit pourcentage de gens qui disent qu'ils sont effectivement dans la souffrance et que, alors est-ce que c'est pour ça qu'ils reviennent sur Terre? Je sais pas, mais voilà. Et je ne sais pas si c'est dans ce livre, mais on peut faire le rapprochement avec les gens qui sont dans la souffrance, dans la vie après la mort, avec ce qu'on sait des amérantes et des fantômes. Et ça moi, ça m'a toujours amusé parce que j'ai remarqué que même les personnes qui sont athées, hyper scientifiques, hyper terre à terre, si tu leur parles de fantômes, tout de suite ils flippent en fait. Ça veut dire que, en fait, malgré eux, ils y croient. Et bon, c'est dommage, je trouve, d'envisager la vie après la mort seulement sous l'angle des fantômes. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a même des figures type extraterrestres. Il y a les métamorphoses qu'on peut générer en soi, dans le sens où tous les témoignages d'expériences de mort imminente, les gens disent qu'on n'a plus d'âge, en fait, puisque le temps n'existe plus, ce qui est assez logique. Moi, ça m'a confirmé, voilà, cette idée que, notamment, que le temps est une invention terrestre. C'est assez bien confirmé dans ce livre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon, moi, j'ai toujours eu un problème avec le temps terrestre. Donc, je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je pense que je serais plus à l'aise avec un temps dissolu qu'un temps arbitraire. Donc voilà, c'est un livre très intéressant. La deuxième partie, qui n'est pas la plus grosse partie, il essaye de montrer tout ce qui est la physique quantique, tout ce qui est les expériences scientifiques que j'avais déjà découvert dans les livres de Didier Van Coblart, pour montrer en fait qu'on ne sait pas tout et que tout n'est pas matière. C'est intéressant, mais en même temps, ça me fait un peu mal au cœur en fait que des scientifiques, enfin tant mieux qu'ils le fassent, mais que ce besoin absolu de preuves par la démonstration mathématique. Et au final, tout ça pour arriver à des choses pas très concluantes, c'est-à-dire que y a des scientifiques qui sont hallucinés de pouvoir prouver par leur démonstration scientifique qu'un médium a effectivement des capacités médiumniques. Et bon, moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai pas besoin de démonstration scientifique pour croire à la médiumnité, dans le sens où ça ne me regarde que moi, en fait, de croire à la médiumnité. Donc, et d'ailleurs, je parlerai, si ça vous intéresse, une autre fois, un autre livre que je suis en train de lire, qui est le livre de
Aurore Rogers qui est une médium. Mais en fait, il n'y a pas de, il y a pas de grand danger à croire à la médiumité. Je vois pas où est le problème en fait. Je vois pas pourquoi il faut le démontrer scientifiquement. Donc voilà, donc cette partie sur les scientifiques, en même temps c'est bien parce que c'est une ouverture, ça veut dire que ça fait une dizaine d'années que, peut-être une vingtaine d'années que il y a cette porte-là qui permet d'avoir une science moins rigide, on va dire. Mais encore que ces scientifiques-là, ils sont très mis de côté quand même, hein. Euh, mais moi, personnellement, ça me parle pas trop. J'attends pas de preuves scientifiques de mon côté. Euh, donc voilà. Et après la conclusion, on revient sur l'histoire en fait, sur l'histoire originelle. Et, euh, et on a aussi de l'auteur qui nous fait quelques témoignages de sa vie, les deuils qu'il a traversés. Donc voilà, non, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et je sais qu'il en a écrit plein d'autres, donc je pense que si on est reconfiné, ça sera peut-être l'occasion d'en lire d'autres. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je vais regarder un petit peu ce que j'ai noté. Alors oui, il y a aussi évidemment l'approche philosophique qui est hyper intéressante. Euh, Moi j'ai la chance de m'être intéressé à la philosophie assez tôt, d'avoir eu une bonne prof de philosophie quand j'étais au lycée, donc ce qui a confirmé mon envie de m'y intéresser. Donc c'est pas que j'ai lu énormément de choses, mais j'ai lu quand même, j'ai lu Platon, j'ai lu des livres de vulgarisation, de philosophie. Qu'est-ce que j'ai lu? Dans les textes que j'ai lus, c'est pas de la philosophie, mais le discours de la Boétie sur la servitude volontaire. Euh, Ça, je l'ai lu il y a un an ou deux. Ça m'avait bien intéressé, c'est hyper parlant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et là, j'ai assez envie, je crois que j'ai lu Rousseau quand j'étais plus jeune, mais j'ai assez envie de relire Rousseau. Euh, donc là, voilà, moi, un des rares signes positifs que j'ai vus dans l'actualité officielle, en tout cas, parce que dans l'actualité euh, underground de YouTube, on trouve beaucoup d'informations intéressantes avec des gens comme Jean-Jacques Crèvecoeur, par exemple. Mais j'ai vu André Comte-Sponville, j'ai beaucoup aimé ses interventions. Il a sorti un livre sur Montaigne et il nous explique qu'on doit repenser notre rapport à la mort, en fait, et le relativiser dans le sens où, à l'époque de Montaigne, il dit quand il y avait des maladies qui étaient bien plus graves que ce qu'on affronte aujourd'hui, et ça n'empêchait pas d'être philosophe. Donc, on est tous invités à être philosophes aujourd'hui. Pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'avis d'un expert, quoi. C'est à nous de créer notre propre philosophie. Euh, voilà, je me suis jamais trop intéressé à Montaigne, mais peut-être que je vais lire ce livre-là et les écrits originaux aussi. Moi, c'est plus Rousseau que j'ai envie de lire en ce moment. Euh, voilà, la philosophie, elle répond à cette question du sens de la vie et du sens de la mort et de son éventuelle réalité, dans le sens où finalement il y a beaucoup de gens qui disent bah, une fois qu'on est mort, on n'est plus vivant, donc on se rend pas compte qu'on est mort en fait. D'ailleurs, c'est souvent ce que disent les gens dans les expériences de mort imminente. Ils mettent un temps à réaliser qu'ils sont plus dans leur corps physique en fait. Euh, et donc ça permet de relativiser. Après, évidemment, il y a le choc de la mort violente qui est une peur assez instinctive chez chacun de nous. Et ça, c'est autre chose encore. Mais c'est peut-être une peur qui est plus difficile à dépasser, mais euh, on peut, on peut aller plus loin que ça quand même. Il n'y a pas que la mort violente. Je veux dire, on n'est pas menacé par des dinosaures qui vont nous écraser, quoi. Enfin, si ce n'est Big Pharma, c'est un dinosaure, oui. Euh, voilà, et puis je voulais vous parler juste un petit peu des livres de Didier Van Coblart. Il a écrit plusieurs livres il y a plusieurs années sur toutes les expériences inexpliquées. Et il mélange plein de choses, les enfants qui ont des souvenirs de leur vie passée, les,
les, les gens qui ont fait des miracles mais qui n'ont pas été reconnus par l'Église catholique comme des miracles parce que, je sais pas, ils n'étaient pas assez bien visiblement. Il parle de phénomènes hallucinants comme un enfant, je crois, qui a jamais dépassé l'âge de 3 ans, en fait, qui est resté dans son corps voilà. Il y a plein de phénomènes comme ça que la science n'explique pas. Et quand on lit, et donc lui, il fait un travail quand même de recherche, voilà, il fait ça de façon très, en allant enquêter, en allant se documenter, en allant rencontrer des gens. Et ça fait vraiment relativiser notre monde qui est soi-disant complètement régi par les algorithmes et la science, tout est sous contrôle. Mais en fait, non. Comment t'expliques qu'une petite fille de 3 ans, ça fait 10 ans qu'elle a 3 ans? Il y a des choses qui sont inexpliquées. Il y avait aussi l'histoire d'un enfant dans son livre à Didier Van Clovelart qui s'était fait, qui avait eu un doigt coupé qu'il avait fait repousser entre guillemets parce qu'il y croyait en fait. Parce que l'enfant il s'est dit mon doigt il va repousser, c'est comme les cheveux quoi. Et le doigt a repoussé. Donc ça c'est vrai. Il y a vraiment des choses qui sont hyper belles en fait quand on explore l'inexploré. Alors oui, il y a des histoires de zombies, de fantômes. Je crois que c'est lui qui parlait des histoires de zombies, qui sont en fait plus ou moins des sortes d'envoûtement, de lobotomisation. Bon, ça c'est pas très cool, mais il y a aussi des choses très très cool. Et en tout cas, c'est vraiment ces livres-là, je crois que c'est des dictionnaires de l'inconnu, quelque chose comme ça. C'est vraiment une façon d'explorer la curiosité, d'explorer tous les mystères de la vie et de s'en enthousiasmer. Donc voilà, est-ce que j'ai noté d'autres choses? Non, moi je pense que pour ma part, je vais continuer à réfléchir sur ces questions-là. Il y a d'autres questions que je suis en train d'explorer de différentes manières. Et puis, si vous avez envie de me partager vos sentiments, vos expériences et des thèmes à aborder, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.